Chers amis, bonjour. Bienvenue à notre version numéro 108 de nos webinaires, que je consacre cette fois-ci un peu à certains aspects techniques, mais surtout à l'histoire de deux personnages que je vais vous raconter. Deux personnages, il y en a un qui s'appelle Robert Metcalfe, le créateur donc d'Ethernet, et l'autre, c'est Pierre Bézier, qui est donc l'inventeur disons, des courbes de Bézier, ce qu'on appelle couramment donc les courbes ou les surfaces de Bézier. Je vous raconte cette histoire, pourquoi d'abord parce que ça inaugure donc une rubrique que nous allons maintenant faire assez régulièrement, parce que ça me semble assez symptomatique de deux créateurs, un en Amérique, l'autre en France, qui n'ont pas rencontré, enfin qui ont rencontré des obstacles tous les deux dans leur cheminement intellectuel et technique, mais qui ont pu s'en sortir quelque part, hein, qui ont pu s'en sortir parce que l'un était aux États-Unis et l'autre était en France. Alors vous allez voir, malgré ma nationalité, j'ai donc un a priori assez négatif pour ce qui est de la création d'entreprises en France. Et je trouve que l'histoire de Pierre Bézier, qui c'est vrai remonte maintenant à quand même pas mal d'années, est vraiment très significatif. Donc, je vous amène, laissez-moi vous raconter donc l'histoire de Pierre Bézier et de Robert Metcalfe. Je partage donc, comme d'habitude, hein, mon écran. Voilà. Alors, euh, nous allons donc regarder, vous savez, ce sont quand même des personnages assez extraordinaires, hein. Alors, vous avez ici le parcours que je vais suivre, hein, avec un sommaire qui est assez précis. Vous pourrez le lire, mais je ne vais pas le commenter trop en détail. Par contre, je voudrais insister sur un point. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas un état des parts de marché d'une technologie. Ce n'est pas ça. C'est simplement le fait de rappeler que la plupart de ces grands, on va dire, créateurs, hein, tels que Metcalfe et Pierre Bézier, eh bien, ont une caractéristique commune qui est celle de la jeunesse de l'esprit. Et ça m'a rappelé une phrase qu'avait donc dite le général MacArthur en 1945 pour décrire finalement ce qu'était la jeunesse, hein. Et il disait, ce n'est pas une période de la vie, c'est un état d'esprit, un effet de la volonté, une qualité de l'imagination, une intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité, etc. Et j'ajouterai une capacité de curiosité et d'émerveillement. C'est très étonnant d'ailleurs, hein. Quand vous voyez ces personnages, en fait, ils sont tous un peu l'impression sortis d'un même moule, hein, avec cette volonté farouche d'aller au but qu'ils se sont fixés. Alors, Pierre Bézier donc et Bob Metcalfe, pourquoi est-ce que je les ai rapprochés? Eh bien, tout simplement parce que il me semble être animés tous les deux d'une même passion, et surtout, ils ont tous les deux rencontré des obstacles. Rencontré des obstacles. Dans le cas de Robert Metcalfe, Bob Metcalfe, c'était donc au Palo Alto, au centre de parc de Xerox, hein, à Palo Alto. Et Pierre Bézier, c'est surtout avec sa hiérarchie, la hiérarchie de Renault, qui pendant des années s'est comporté d'une manière lamentable. Pourtant, ce sont des gens qui sont brillants, hein, qui étaient brillants, mais qui se sont vraiment comportés d'une façon lamentable et donc ont pourri la vie finalement de Pierre Bézier, qui par ailleurs, c'est vrai, ne manquait pas de quelques qualités pour titiller un petit peu sa direction, mais je vous le montrerai. Donc l'un, Bob Metcalfe, hein, est aux États-Unis, on se trouve dans les années 60. Hein, et il imagine un câblage qui permet de relier donc des usagers avec leur terminal. Nous sommes en 1960, donc le PC n'est pas encore né. Hein, donc leur terminal, et s'envoyer des messages, s'envoyer des fichiers, vous voyez, facilement entre des postes de travail. Il faut se souvenir que
entre les années 60 et 70, voire plus tard, hein, et bien même 80, eh bien, la plupart des terminaux étaient connectés à des vitesses de 1200 bits par seconde pour les plus joufflus, mais souvent c'était du 300 bits par seconde. À l'époque, on parlait de bons. Alors, je n'ai pas connu, hein, mais on me l'a raconté parfois avec un petit peu de nostalgie. Et donc, notre ami Bob Metcalfe arrive sur le marché en disant, moi, je vous amène un équipement, un moyen, une carte de communication, un protocole qui va permettre aux équipements de se connecter à une vitesse nominale d'à peu près 2 mégabits par seconde. C'était quelque chose d'absolument impensable. Là, on est aux États-Unis. L'autre est en France. L'autre est en France et il invente le moyen de représenter des courbes non mathématiques. Alors, je précise bien les choses. Dans le cadre des machines-outils, des machines à commande numérique, pour pouvoir commander un processus de fabrication, par exemple, fabriquer une tôle ou faire un découpage, ou des choses comme ça, eh bien, il faut que vous puissiez traduire la géométrie de la pièce que vous voulez fabriquer en termes mathématiques. Si ce n'est pas possible, eh bien, vous ne pouvez pas. La machine à commande numérique ne sait pas faire. Donc, ça veut dire que du point de vue conception et design, dans la mesure où il faut tout représenter par, on va dire, des expressions mathématiques, ça limite quand même, on va dire, la capacité. Ça limite quand même le périmètre de ce que l'on peut inventer. Or, Pierre Bézier, qui n'a pas tout inventé d'ailleurs hein, dans les courbes de Bézier, eh bien, invente un moyen, eh bien, non pas de donner une expression mathématique à la courbe, en fait c'est un petit peu vrai, à la courbe complète, en tout cas de bout en bout, mais un autre moyen en utilisant des points de contrôle que tout le monde connaît aujourd'hui avec Illustrator, hein, le logiciel de Adobe, et c'est en jouant sur ces points de contrôle que l'on arrive par petits morceaux à donner une expression mathématique qui certes fait une erreur sur le segment lui-même, mais est négligeable par rapport à l'ensemble de la courbe. Alors, on est là encore dans des années 60, hein, on est quand même, c'est quand même relativement ancien. L'informatique à l'époque n'avait pas des moyens de traitement et de communication qui sont ceux d'aujourd'hui. Mais Pierre Bézier, d'une certaine manière, avait inventé là quelque chose qui allait générer et créer ce qu'on appellera ensuite la CFAO, c'est-à-dire la conception et la fabrication assistée par ordinateur, dans la mesure où le blocage lié au fait qu'on n'avait pas de représentation mathématique de toutes les courbes des pièces à fabriquer, eh bien ce blocage tombait. Je reviens chez Bob Metcalfe, hein, lui, il va franchir les obstacles assez aisément. D'ailleurs, Bob Metcalfe est à la fois un grand scientifique, hein, qui obtiendra d'ailleurs une thèse à Harvard avec, c'est vrai, beaucoup de difficultés, alors que Pierre Bézier aussi obtiendra donc une thèse de doctorat, donc quand il avait 59 ans. Et donc, mais par ailleurs, il avait quelques diplômes d'ingénieur sur lesquels je reviendrai dans quelques instants. Donc, Metcalfe, lui, va franchir les obstacles et il arrivera à faire quelque chose d'impensable à l'époque. Hein. On est dans les années, cette fois-ci, les années 80. Eh bien, à vaincre IBM, qui lui proposait une solution qui s'appelait le token ring. Et lui, Metcalfe, il proposait donc son système qui s'appelle donc Ethernet, et il arrivera à battre IBM, ce qui à l'époque était totalement impensable, parce qu'IBM exerçait un tel monopole sur le marché de l'informatique que, je veux dire, à partir du moment où IBM annonçait quelque chose, bon, tout le monde l'utilisait. Hein. En gros, c'était ça. Non on l'a vu avec son architecture de réseau de type SNA, avec les protocoles SDLC, hein, bon, dont on s'est servi pendant des années, mais qui n'étaient peut-être pas les meilleures solutions. Là, eh bien, son token ring, fiasco. Et c'est Metcalfe qui va gagner, et je vous expliquerai donc un peu plus loin comment ça s'est passé. Et de l'autre côté de l'Atlantique, Pierre Bézier, lui, passe son temps
à expliquer les fondements de ce qu'il avait trouvé, des inventions qu'il avait donc imaginées, à une hiérarchie, une direction qui ne veut rien entendre. Je vous expliquerai un peu plus loin que l'origine de cette incompréhension, eh bien, c'est surtout une question d'école. Vous allez voir, c'est assez, à la limite, c'est assez mesquin, et je vais insister donc sur ce point. Et donc, la hiérarchie, et Pierre Dreyfus, qui à l'époque était président donc de la régie Renault, fabricant de véhicules, hein, des voitures, hein, le plus important donc fabricant de voitures en France, eh bien, le proposera à une retraite anticipée. Vous avez trouvé quelque chose que je ne comprends pas de toute façon, mais de toute façon, c'est pas possible que vous ayez trouvé ça parce que vous n'avez pas fait la même école que moi. En gros, même si ce n'était pas dit, mais c'était un peu ça, de ça dont il s'agissait. Vous voyez, deux personnages, deux destins, mais finalement une volonté commune, farouche, et c'est pour ça donc que je les ai donc choisis. Alors, on en vient maintenant, donc je vais vous parler de l'histoire de Metcalfe, et ensuite on regardera Pierre Béziers, ensuite on les comparera. Je vous ai dit que l'exploit donc de Robert Metcalfe aura été de co-inventé parce qu'il n'est pas tout seul. Hein. D'ailleurs, en général, tous ces gens-là ne sont pas seuls, et soit ils mettent bout à bout les technologies qui existent déjà, mais il faut déjà le faire. Hein. Il n'est pas tout seul, et il aura donc, mais il va co-inventer donc Ethernet, et qui va donc imposer face à IBM. L'histoire de Metcalfe est indissociable de la naissance d'ARPANET. Hein, vous voyez, on est dans les années 60. Et donc, les Américains ont donc imaginé un réseau qu'ils ont appelé ARPANET, hein, le réseau ARPA, pour, dans un premier temps, faire communiquer 4 universités prestigieuses, donc américaines. Donc, le destin d'Ethernet dépendra beaucoup de cette affaire donc d'ARPANET. Mais également, le destin donc de Metcalfe dépendra aussi d'un autre réseau, qui est un réseau sans fil cette fois-ci, qui s'appelle Alohanet, qui avait été mis en œuvre à l'université d'Hawaï par quelqu'un qui avait imaginé des modes de communication par commutation de paquets. On envoie des petits paquets, hein. Et il y a beaucoup de choses dans Aloha.net que l'on va retrouver ensuite dans Ethernet. Alors, la caractéristique de Metcalfe, c'est qu'il a été, on va dire, il a été donc diplômé donc de 2 universités différentes. À 23 ans, il est donc diplômé de MIT. Et il a acquis donc, au MIT une double spécialité, l'ingénierie électrique et la gestion d'entreprise. C'est important de savoir ça. Pourquoi ? Parce que l'ingénierie électrique, toute cette formation qu'il a eue, lui a permis donc d'aborder des problèmes de communication électronique et d'imaginer des cartes de communication, donc Ethernet. Mais la gestion d'entreprise n'était pas loin. Et c'est pour ça qu'il va créer donc la compagnie 3Com un peu plus tard, qui sera le leader incontesté pendant très longtemps de la fabrication des équipements, donc des équipements liés donc à Ethernet. Il passe à Harvard et il obtient donc un master en sciences de l'informatique. Hein, bon. Et sur sa lancée, il poursuit dans le cadre d'une thèse. Alors, ce qui est amusant, c'est que, pour ceux qui connaissent, vous savez qu'à Boston, vous avez une rivière qui s'appelle la Charles River. Et d'un côté, vous avez Harvard, et un peu plus loin, de l'autre côté, vous avez donc MIT. Donc, finalement, il traverse la Charles River, il va donc à Harvard. Et il tente de se lancer dans la sollicitation donc d'une thèse. En même temps, c'est très important ça, parce qu'il est en train de faire une thèse donc à Harvard. Et on verra un peu plus tard que Harvard, avec beaucoup de mépris, va lui refuser son titre de docteur et sciences ou docteur de PhD, comme on dit donc aux États-Unis. Ils vont lui refuser. À peu près dans le même temps, ce que fait donc Metcalfe, c'est qu'il obtient un travail au MIT, donc de l'autre côté, dans un groupe de travail qui s'appelle MAC. Or, à l'époque, le groupe MAC du MIT est extrêmement connu parce qu'il participe beaucoup. Il y a beaucoup, on va dire, de contributions de ce groupe de travail MAC dans des domaines tels que les systèmes d'exploitation et déjà l'intelligence artificielle. Hein, j'avais eu l'occasion de dire lors d'un précédent webinaire que
pour moi, la naissance de l'intelligence artificielle et des réseaux neuronaux remontait à 1943, avec les premiers réseaux neuronaux. Et donc, c'est pas étonnant que dans ce groupe donc, de travail d'un MAC, on se soit intéressé à quelque chose qui était quand même une science. Hein. Donc, vous voyez, donc, déjà l'intelligence artificielle. En fait, il a donc deux pieds, un à Harvard et l'autre donc à MIT. Alors, c'est à ce moment-là, on est donc dans les années 60, fin des années 60, début 70, que le département de du commerce américain donc, décide de lancer le projet ARPANET, comme je vous l'ai dit. Metcalfe comprend tout à fait et tout de suite tout l'intérêt de cette initiative. Et il propose, donc à Harvard, chez qui il faisait une thèse, de connecter les gros ordinateurs de Harvard à ARPANET. Ce que Harvard refuse avec un mépris évident. Bon. Le MIT, par contre, deuxième pied, accepte. Et donc, Metcalfe développe une interface particulière qui lui permet de brancher le gros ordinateur de MIT sur le système de messagerie, le protocole de messagerie d'ARPANET, qui est chargé donc de gérer en fait des datagrammes qui sont en fait des paquets sans accusé de réception, contrairement à ce qu'on trouve par exemple dans la technologie des architectures X25 où là vous avez un accusé de réception. Les datagrammes il n'y en a pas, et donc ça permet, ce protocole donc IMP permet d'attribuer des ressources à tous les candidats qui se connectent donc au réseau. Eh bien, c'est ce travail donc qu'il accomplit qui constitue le cœur de la thèse de doctorat qu'il soumet à Harvard, ce qui lui est donc refusé. Et vous savez pourquoi? Parce que ça manque de théorie et de mathématiques. Comme quoi, si vous n'illustrez pas vos propos par des superbes intégrales triples à coefficients non constants ou des systèmes d'équations différentielles, vous n'êtes pas sérieux. Enfin, c'est tellement ridicule. Hein. Alors, bien entendu, ce type de travail doit s'accompagner évidemment d'un formalisme théorique évident, mais là, ça allait quand même un tout petit peu trop loin. Donc, vous voyez, on lui refuse donc sa thèse. Alors, comment est né finalement eh bien, Ethernet, ce qui s'est passé, c'est que Metcalfe croyait quand même beaucoup à sa capacité donc, de se connecter donc, sur le réseau ARPANET. Et pour pouvoir, alors il vous dit, il avait développé donc une interface, et pour démontrer donc la preuve de son savoir-faire, il propose à une dizaine d'exécutifs, donc de gens très haut placés de la compagnie AT&T, donc téléphonique, il veut leur faire une démonstration. En fait, ce qu'avait imaginé donc Metcalfe, c'était déjà les premiers ingrédients de la commutation de paquets qu'on retrouvera un peu plus loin, donc avec AloaNet, et qu'on connaît bien aujourd'hui, hein, c'est quelque chose de très courant. Et donc, il veut démontrer la commutation de paquets à des gens qui sont des TNT, qui sont, eux, des défenseurs farouches de la commutation de circuits. Pourquoi? Parce que ce sont des téléphonistes. La démonstration se passe très mal, elle plante. Donc, les exécutifs en question ricanent. Hein, et donc, Metcalfe écrira un peu plus tard, je les ai vus ricaner devant la non-fiabilité supposée de la commutation de paquets, je ne l'oublierai jamais. Et pour eux, les exécutifs et AT&T, cette technologie n'aurait jamais d'impact donc dans le business mondial. On peut difficilement se tromper plus. Voyez, et Bob Metcalfe aura toujours un ressentiment fort à la suite de cette malheureuse histoire. Au même moment, une personne importante qui s'appelle donc Bob Taylor, qui travaille donc à Xerox, au parc de Xerox. Vous savez, le parc de Xerox, c'est un centre de recherche qui non seulement cherche, mais trouve. Hein. C'est pas forcément les meilleurs en matière commerciale. Par contre, pour ce qui est d'investir dans des domaines intéressants, là, par contre, ils sont vraiment très bons. Et ce que donc propose Taylor à Metcalfe, il lui dit, eh bien, faites-nous une interface pour connecter ensemble la future machine que Xerox est en train d'imaginer. L'ancêtre du PC.
Une machine qui s'appellera Alto. Et donc, Bob Taylor, connaissant donc les qualités de Metcalfe et sa capacité à développer des interfaces à commutation de paquets, lui dit, eh bien, il faut connecter donc ces machines Alto, ça sera un argument très important lorsque la machine arrivera sur le marché. Et vous voyez, ça ressemble étrangement à ce qui s'est passé chez Apple, parce que l'une des raisons qui ont fait le succès d'Apple, ça a été Apple Talk. C'est-à-dire en fait un réseau local qui permet donc à des Mac de pouvoir communiquer entre eux. Et donc je crois que d'une certaine manière, Bob Taylor eh bien, a rapproché Metcalfe de ce qui allait être le futur donc Ethernet. Alors, à ce moment-là, donc à peu près en 1960, dans les années 70-71, un professeur de l'université d'Hawaï, donc qui s'appelle Norman Abramson, a mis en œuvre donc son réseau sans fil. Attendez, on est quand même en 1971, qui s'appelle AlloAnet, pour connecter des équipements dont la caractéristique est d'être peu consommateurs. Et les données sont là encore transmises par paquet, c'est-à-dire qu'un gros message ou un gros paquet de données eh bien, est découpé en paquets élémentaires qui sont envoyés donc sur le réseau. Alors, la caractéristique d'AlloAnet, et on la retrouvera après dans Ethernet, c'est qu'il ne cherche pas à résoudre les conflits. C'est-à-dire que lorsque plusieurs émetteurs envoient des paquets qui se retrouvent sur on va dire le lien donc sans fil, eh bien, il ne cherche pas à résoudre ces problèmes-là. Et donc, il ne cherche pas à réémettre les données. Et c'est vrai que là, on se rapproche du protocole CSMA-CD, c'est-à-dire détection de collision et correction donc de collision, qui est celui donc d'Ethernet. Alors, la technologie d'AlloAnet est très intéressante. Malheureusement, elle présente quand même pas mal d'inconvénients. Ça va encore pour une université à Hawaï où il n'y a pas trop de monde et finalement le trafic n'est pas très élevé, mais dès que le trafic augmente, le réseau a tendance à donc se planter. Et puis en plus, il a un inconvénient, c'est qu'il consomme vraiment beaucoup de ressources. Metcalfe, lui qui n'est pas idiot, se dit, mais c'est très intéressant ce que font les gens d'AlloAnet. Et il propose donc d'améliorer ce protocole d'AlloAnet avec sa propre expérience, et il propose un nouveau modèle dans lequel les machines connectées agissent indépendamment et adaptent leur temps d'attente en fonction du nombre de collisions constatées sur le réseau. C'est exactement ce qu'on va trouver ensuite sur Ethernet. Vous attendrez plus longtemps s'il y a beaucoup de monde et qu'il y a beaucoup de collisions dessus. Et donc, ce que fait donc Metcalfe à ce moment-là, il se dit là quand même, j'ai quand même trouvé quelque chose de formidable, et donc il intègre les résultats de ses travaux dans sa thèse d'Harvard que Harvard lui refuse donc toujours. Bien, et cette fois-ci, Harvard, lui, donc, accorde son titre, mais par contre, refuse toujours donc de publier les résultats. Ça veut dire, au fond, on est bien obligé de le faire parce que vous n'arrêtez pas de nous casser les pieds, mais on ne croit pas à votre machin. Contrairement au MIT, qui, lui, n'hésitera pas à ce moment-là à publier énormément sur ce qu'avait trouvé Bob Metcalfe. Et ce sera donc en mai 1973 que Metcalfe va publier un mémo très important qui s'appelle Alto, donc Ethernet, qui regroupe toutes ces avancées. Et là, cette fois-ci, on est beaucoup plus proche donc du concept d'Ethernet tel que on le conçoit. Et en fait, on est arrivé là, et vous voyez ça, ce schéma ici, ce schéma que vous voyez ici sur votre écran, eh bien, c'est le schéma d'origine. Il parlait d'éther. Personne ne savait très bien ce que c'était que l'éther. Il fallait remonter un petit peu très en arrière pour savoir à quoi ça correspondait notre environnement. Bon, il a appelé ça le réseau dans Ether. Ouais. Bien. Et il expliquait un peu comment ça va fonctionner. Alors, c'est un réseau de type CSMA-CD, avec chaque équipement est libre d'envoyer donc des messages sur le réseau à un destinataire.
Et si sur le câble, il y a une collision avec un autre message émis par un autre équipement, on dit qu'il y a une collision, donc, et à ce moment-là, on recommence, on remet le réseau à zéro et l'équipement va réémettre un peu plus tard. Et donc, il y a un paramétrage qui est fonction, donc, on va dire, de la charge en termes de connexion donc, du réseau. Ça s'appellera donc CSMA-CD. C'est vrai que c'est une grosse avancée parce qu'en 1976, Bob Metcalfe se présentera, et on le voit d'ailleurs sur ce schéma en bas à gauche, vous avez donc le schéma qu'a présenté Metcalfe à la NCC en 1976, donc c'est un forum, une conférence extrêmement connue, et quand il a présenté ça, personne n'a rien compris. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On était tellement habitués à du 1200 bits par seconde que du 2 mégas, même en nominal, ça paraissait complètement invraisemblable. Hein. Bon, mais on y est arrivé. On veut dire que Ethernet est donc né. Ce qu'il faut dire également, c'est que d'une part, dès 1973, Metcalfe a été autorisé à construire le premier réseau Ethernet avec 100 nœuds, qui est quand même pas mal. Et il faut également rendre hommage à un assistant de Metcalfe qui s'appelle Boggs, c'est lui qui a été à l'origine de la fabrication, de la conception donc des cartes de connexion et également qui a écrit donc le microcode qui équipe donc ces cartes. Donc cette fois-ci, on est arrivé à une solution qui est maintenant pérenne. Est-ce qu'elle va réussir sur l'industrie? Est-ce que ça va marcher ou pas? Alors, c'est là où il y a une grande différence avec l'aventure de Pierre Bézier. Vraiment, ça n'a rien à voir. Hein, parce que le parc, là donc, dont on a parlé, qui c'est vrai, a une grande influence dans de nombreux domaines, je vous disais qu'il manquait, à mon avis, un petit peu on va dire, de pertinence dans le domaine commercial. Alors, ce que fait Metcalfe, après tout, il avait travaillé pour le parc, il dit, écoutez, maintenant ce qu'il faut, c'est rentabiliser les travaux, on va créer une division, un département, ce que vous voudrez, et on va lancer donc tous les produits, la commercialisation, les services qui vont aller autour donc d'Ethernet. Et donc, il propose de vendre des équipements, des câbles, des cartes et des prises. Le parc, à la suite de cette demande, va réfléchir pendant 6 ans. Pendant 6 ans. Alors évidemment, en face de quelqu'un comme Metcalfe, qui est plutôt du genre sanguin et qui aime bien avoir des réponses rapides, ce n'est quand même pas très agréable. Et c'est là la grande différence avec Pierre Bézier. C'est qu'à ce moment-là, Metcalfe quitte donc le parc et il crée sa propre compagnie qui est donc 3Com, dont je vous ai dit qu'elle sera donc le leader incontesté dans le domaine Ethernet. Bien. Mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas parce qu'en face, on voit arriver on voit arriver des gros joueurs, comme on dit au Québec, les IBM, vous voyez, tous ces gens-là. Donc, est-ce que Metcalfe et Ethernet auront le poids suffisant? Et là, il s'est passé quelque chose de très important. D'abord, en 1980, Digital Equipment, donc DEC, dont on a tous oublié qu'il a été longtemps le numéro 2 des constructeurs d'ordinateurs derrière IBM, hein, avec Intel et Xerox, Parc, qui comprend enfin, mais on est quand même en 1980 cette fois-ci, hein, et ils s'allient ensemble dans dans un organisme qui s'appelle DIX. DIX, ce sont les 3 lettres, hein, c'est pour DEC, c'est pour Intel et c'est pour Xerox. Voilà. Et en plus, quelques années plus tard, en 1983, alors 1983, qu'on ait bien les repères en tête par rapport à Internet, c'est le moment où les protocoles TCP/IP ont été imaginés. Vous voyez, donc on est Internet TCP/IP, et là en 1983, l'organisme de normalisation, donc I3E, crée un groupe de travail qu'il appelle 802.3, que tout le monde donc connaît aujourd'hui, et qui reprend les travaux donc, de ce groupement d'X, avec lequel d'ailleurs il diverge légèrement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, et ça a été ça le succès finalement de Metcalfe, c'est que Metcalfe est reconnu, et Ethernet est reconnu par les principaux acteurs, sauf IBM,
de l'industrie, mais maintenant il est normalisé, standardisé. La voie royale s'ouvre à Ethernet. Reste à savoir comment va réagir donc IBM. Mais juste un point pour vous préciser un peu comment se comportait donc Metcalfe. En 1995, donc un peu plus tard, Metcalfe dira Internet, j'y crois pas. Alors, est-ce que c'était une boutade ou pas? Beaucoup de gens disent que ce n'était pas une boutade. Et il disait, en 1996, il y aura une explosion d'Internet qui va se casser la figure. En 1996, il ne s'est rien passé. Et comme il a été chargé du discours d'ouverture à la convention, la 6e convention sur le World Wide Web, donc en 1996, Metcalfe s'est retrouvé à la tribune et a donc dit t'es un peu ridicule puisque sa prédiction ne s'était pas réalisée. Alors ce qu'il a fait, il a pris une feuille de papier sur laquelle était donc imprimé ce qu'il avait dit, la prévision qu'il avait donnée. Il a mélangé ça avec un peu d'eau, il l'a un peu malaxé et il l'a avalé. Ce qui, pour moi, est une autre manière donc de manger son chapeau, comme on dit donc chez les francophones. Ouais, donc, mais cela dit, donc la réussite quand même était absolument incontestable à ce moment-là. Maintenant, la bataille avec Token Ring, pour en terminer donc avec, pour l'instant, avec Metcalfe, je vous ai dit, il faut vraiment se remettre dans le contexte de l'époque et la puissance donc d'IBM qui dominait le marché d'une manière extraordinaire. Et on ne voyait pas, si vous voulez, une technologie qui n'était pas issue des laboratoires d'IBM, car c'est ça le principe chez lui. On ne voyait pas une technologie non issue des laboratoires s'imposer sur le marché, ça paraissait invraisemblable. Et IBM, avec les travaux qui avaient été menés donc le laboratoire IBM à Zurich, donc en Suisse, eh bien, a créé le Token Ring. Alors, n'oubliez pas qu'on est ici. On fait une comparaison entre le Token Ring, qui est un double anneau, par rapport à un système de partage de bandes passantes. Et pendant longtemps, on disait quand même que la technologie Token Ring est bien supérieure à celle donc d'Ethernet. Pourquoi? Parce que c'était un système de jetons, c'est-à-dire que lorsqu'un équipement voulait transmettre, il voyait passer le jeton, hop, il le prenait, il le mettait dans ses trames et il pouvait émettre. Un équipement ne pouvait pas émettre s'il avait le jeton. Alors c'était un double anneau, on ne va pas trop rentrer dans le détail technique. Il y avait également une bonne gestion donc des priorités, c'est-à-dire qu'on était capable de favoriser donc un trafic prioritaire par rapport donc à un autre. Et donc Token Ring avait également l'avantage d'inclure dans ses trames donc des informations de routage qui permettaient quand même d'être très efficaces et très pertinents dans la transmission. Seulement, c'était pas Ethernet. C'était un autre standard qui s'appellera ensuite 802.5. C'était un autre câblage et IBM insistait beaucoup là-dessus et essayait de nous fourguer absolument et à tout craint ces systèmes de câblage. Et c'était donc, on va dire, un système complètement différent. À l'époque, technologiquement parlant, le Token Ring était meilleur. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'est arrivé après la fameuse, on va dire, le switch Ethernet, c'est-à-dire celui qui a permis de raccorder les équipements, non pas directement sur le câble, sur le réseau, mais à un switch qui lui-même était chargé d'acheminer donc les trames. La différence, c'est que chaque équipement, en commutation Ethernet, était servi à la vitesse nominale du switch. C'était là la différence. Tu partages. Moi, je suis connecté sur un switch à 100 mégabits par seconde, et bien je travaille à 100 mégabits par seconde. Et bien finalement, IBM a perdu. Et ça, vous voyez, c'est quelque chose qui était pratiquement impensable. Alors simplement, je l'ai mis ici pour montrer à quel point Ethernet donc a bien évolué. Vous avez ici un schéma qui vous montre depuis les années donc 80, avec des vitesses Ethernet à peu près de 10 mégabits par seconde. Vous voyez, on est passé à du 100 mégabits par seconde, à du 1 giga, 10 gigas. L'avantage également d'Ethernet, c'est qu'il permet de communiquer sur n'importe quel support, des paires torsadées téléphoniques, blindées ou pas, des fibres optiques, etc. Et on attend pour l'année prochaine, c'est-à-dire donc pour 2025, pour des applications
très gourmandes, les grosses machines scientifiques par exemple, des débits de 3,2 terabits par seconde. Alors, on a fait le calcul, ça veut dire que en 2025, Ethernet sera 1,6 million de fois plus rapide que les premiers câblages qui pourtant étaient déjà extraordinaires. Ouais, ça a été ça, finalement, la réussite d'Ethernet que tout le monde connaît bien entendu aujourd'hui. Bien. Maintenant, je vais de l'autre côté de l'Atlantique et je suis en France. Alors que les Français se bouchent un peu leurs oreilles parce que je vais dire des choses qui ne sont pas forcément très agréables. Il y a une chose qui est très spécifique à la France, hein, c'est que en France, vous avez des grandes écoles. Alors, j'en ai représenté ici deux, c'est l'école polytechnique, ce qu'on appelle les X, hein, et puis vous avez l'école centrale, ce qu'on appelle les pistons. Et puis, vous avez une caractéristique, c'est que, en général, dans certaines grosses entreprises, eh bien, vous avez la domination d'une école, une ou deux écoles, et bon, qui j'allais dire, se reproduisent, non pas, mais qui s'embauchent entre eux. Il y a une espèce de hiérarchie bizarre entre des grandes écoles, les universités qui sont un tout petit peu, on va dire, méprisées. Bon. Et puis vous aviez à l'époque, vous avez toujours aujourd'hui, une école qu'on appelle donc l'école des arts et métiers. Alors que j'explique ça pour nos amis canadiens parce que les Français connaissent ça bien. Hein. Arts et métiers, ce sont des gazards. Or, Pierre Béziers est un gazard. La caractéristique des gazards, donc de ces ingénieurs des arts et métiers, c'est d'être des gens très pragmatiques. Et vous voyez, on peut donner une image. Celle des ingénieurs dans les mines, par exemple, dans le nord de la France, où à cet endroit-là, il y avait des ingénieurs, souvent sortis des arts et métiers, mais qui ne restaient pas tout le temps dans leur bureau. C'était des gens qui allaient au fond de la mine, qui étaient à côté des ouvriers, qui partageaient, on va dire, leur environnement et le danger des coups de grisou. C'était une dynastie. Et donc, ceux qui appartenaient, les gens des gazards, et c'était pas ceux de Polytechnique ou de Centrale ou de Supélec, c'était autre chose. Or, dans l'aventure de Pierre Béziers, il faut toujours avoir ça en tête. Vous voyez, il y a toujours de la concurrence. Il y a des entreprises en France. J'ai même donné les noms ici. Hein, la compagnie pétrolière d'où je viens, donc Total, eh bien, c'est plutôt Polytechnique, ingénieur des mines. L'EDF, c'est pareil. Et on ne peut pas dire que les postes à responsabilité soient particulièrement partagés. Mais non. Et donc, il y a une concurrence, à mon avis, qui est quand même malsaine, hein, et une solidarité entre écoles, on va dire à l'intérieur d'une école, qui n'a rien à voir, à mon sens, avec les compétences. Je précise que Polytechnique, c'est pour les Québécois, hein, Polytechnique est une école militaire, hein, qui est très ancienne, de très haut niveau, hein, je ne dis pas le contraire. Mais il y a cette histoire on va dire, de solidarité qui est un petit peu désagréable. Pierre Béziers, donc, est un gazard. Donc, il vient de cette école-là. Alors, il est né en 1910 et il est mort en 1990. C'est un ingénieur à l'ancienne, celui que j'évoquais donc pour les mines. Hein. Il est très attaché au principe. C'est vraiment un ingénieur de la vieille France, hein, vieille France, très traditionnelle. Mais il est plein d'humour quand même. Et il est sans pitié pour ceux qui ne le comprennent pas. Et on le voit bien. Alors, comme il va passer 40 ans à ne pas se comprendre avec sa hiérarchie, il aura eu du travail. Hein, ça, c'est moins que l'on puisse dire. Il a donc fait les arts et métiers, mais il fait également une école spécialisée, l'école supérieure d'électricité, donc qui est ce qu'on appelle Supélec. Hein. Et donc, il a la particularité, un peu comme Metcalfe, d'être à la fois, cette fois-ci, mécanicien et électricien. Ce qui va se retrouver donc dans toute son aventure. Il soutiendra en 1969, à l'âge de 59 ans, une thèse de mathématiques. Vous voyez, et c'est pour ça que on a vu toutes les difficultés que Metcalfe a eues pour avoir sa thèse à Harvard. Ben lui, il a attendu beaucoup plus longtemps puisqu'il a soumis sa thèse donc en 1950. Enfin, il avait 59 ans. Pierre Béziers va faire toute sa carrière chez le fabricant de véhicules, donc Renault, dans une île à Paris,
qui s'appelle l'île donc de Billancourt, Boulogne-Billancourt, avec, il n'y a que ça, hein. Il n'y en a plus maintenant, mais c'était comme ça donc à l'époque, qui était donc le fleuron de l'industrie donc automobile. Et il y rentre en 1933 à 23 ans, et il ne quittera que pour partir en retraite. Voilà la différence, l'une des différences sur lesquelles je reviendrai donc avec Metcalfe. Alors, il est brillant, hein, et reconnu comme étant brillant. Il est directeur on va dire des méthodes mécaniques et il supervise la fabrication des Renault 4 chevaux qui sont arrivés donc en 1945, juste après la guerre. À l'époque, grande pénurie, on ne pouvait pas faire des voitures trop consommatrices, qui consomment trop, vous voyez, il fallait faire quelque chose pour le peuple, hein. Et donc la 4 chevaux aura donc un résultat, on va dire un succès absolument étonnant. En 1958, il proposera donc la première machine à commande numérique en Europe. Donc c'est pas rien, c'est une fraiseuse, d'accord. Je fais un petit peu le déroulé donc de sa carrière et sa préoccupation, puisqu'il fait des machines à commande numérique, comme je vous l'ai dit au début, eh bien ça a été de fabriquer des carrosseries de véhicules qui ne soient pas représentables mathématiquement. Alors la grande différence avec Metcalfe, c'est qu'il ne quittera pas Renault. Même quand il est dénigré et mis au placard. Il aurait dû partir bien plus tôt, dans les années 65-70, et ne pas attendre comme ça. Il n'a pas créé sa compagnie, ce qu'a fait au contraire donc Metcalfe. Vous voyez, c'est quand même dommage parce que finalement il a perdu donc puisqu'il croyait donc à son invention qui était effectivement brillante, pourquoi ne pas se lancer dans quelque chose? Mais c'était pas tellement l'esprit français. Vous voyez, ce n'est toujours pas d'ailleurs l'esprit français, sauf cas particulier. Alors, Pierre Béziers, c'est donc un caractère, hein, qui n'a pas peur de s'exprimer, et donc il passera sa vie donc à se fâcher donc avec sa hiérarchie. Alors, il est à l'origine, mais on va y venir maintenant, à l'origine donc des fameuses courbes de Bézier ou surfaces de Bézier. En fait, Pierre Béziers, quand il était chez Renault, eh bien, il va vivre les 3 grandes périodes. Alors, la boîte à gaz d'art, parce qu'à l'époque, au départ, c'était surtout des gens des arts et métiers. Ensuite, ça a été la République des ingénieurs de Pierre Le Faucheux, qui a été un président, remplacé après par Pierre Dreyfus, polytechnicien, qui lui, c'était toute la période Renault, mélange entre le public et le privé, le social, le commercial et l'industriel, tout cela se mélangeant d'une manière pas toujours très bonne, hein, c'est moi que l'on puisse dire. Alors, la société, la SA, Société Anonyme Renault, est devenue ensuite la régie nationale donc des usines Renault, telle qu'elle existe aujourd'hui, et Pierre Béziers va vivre à l'intérieur donc de Renault les 3 grandes périodes, hein, de l'automatisation, mais au sens des vieilles machines automatiques des années 70, la numérisation de 60 à 70, et puis l'arrivée de l'informatique, on va dire à la fin de sa carrière. Donc, on l'a dit, il a lancé la 4 chevaux donc en 1945, et Béziers garantissait donc une production de 20 véhicules par jour. Mais c'est là où il a l'idée. Parce que je dis, c'est un mécanicien, Pierre Béziers. Hein. Il a l'idée de fabriquer une machine qui est une machine un peu particulière, donc qui est une machine dite à transfert de tête indépendante, qui permet de faire plusieurs choses en même temps. Et il atteint, grâce à cette invention, donc le débit extraordinaire de 200 véhicules par jour. Évidemment, aujourd'hui, ça peut paraître un tout petit peu désuet et un peu retardataire, mais il faut se placer quand même à l'époque. Hein. C'était quelque chose de remarquable. Il devient le chef du bureau d'études outillage métallique, hein, ce qu'on appellera le DOM, le DMO, mais c'est plutôt une mise au placard qu'autre chose. On n'empêche pas de travailler et de réfléchir, mais on ne lui confie pas vraiment beaucoup de travail. En 1968, Pierre Béziers présentera un système qui s'appelle Unisurf et qui exploite le principe donc des surfaces de Béziers. Excusez-moi. Et donc, ce logiciel Unisurf donc, va équiper, qui est un peu, si vous voulez, un langage de description, hein, qui est un peu un ancêtre de PostScript d'une certaine manière,
pas très connu, hein, mais quand même qui a équipé les grands logiciels par la suite. Hein. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que Pierre Bézier s'est retrouvé un peu abandonné, livré à lui-même. Vous êtes quelqu'un de très brillant, mais on n'a pas envie de vous confier des tâches parce que, oui, alors bien sûr, ça a donné lieu à des échanges extrêmement violents entre lui et sa hiérarchie. On ne peut pas dire qu'il est, il a été promu, hein. Il avait un salaire élevé et tout, mais il n'était plus, il n'était pas dans le, on va dire, on ne le reconnaissait pas comme il aurait dû être reconnu. Alors la grande invention, donc de Pierre Bézier, ça a été donc dans les années 60, hein, ça a été l'invention de ce qu'on appellera donc les courbes de Bézier. Alors je précise tout de suite qu'en fait, quand on regarde les choses de plus près, on s'aperçoit que ces courbes-là ont été inventées 4 ans plus tôt par un ingénieur qui, lui, travaillait chez un autre fabricant de voitures en France, donc Citroën. Et ce monsieur s'appelle Paul de Castelgio. Sauf que Citroën n'a eu de cesse que de mettre un coussin sur l'invention de Paul de Castelgio parce qu'il considérait que c'était un secret de fabrication. Et ils lui interdiront, hein, les dirigeants de Citroën, de communiquer. Donc finalement, Pierre Bézier n'était pas au courant de ce qu'avait fait Paul de Castelgio. Et il a donc réinventé indépendamment un autre mécanisme, enfin le même, hein, mais qui avait déjà été inventé. Alors aujourd'hui, on parle des courbes de Bézier, mais on pourrait aussi dire les courbes de Paul de Castelgio. D'ailleurs, quand vous écoutez certaines vidéos de Pierre Bézier, il n'hésite pas à rendre hommage à Paul de Castelgio, dont il remarque, il apprécie bien entendu le travail, puisqu'au fond c'est un petit peu celui qu'il avait fait. Alors l'avantage des courbes les courbes de Bézier. Alors aujourd'hui, je vais plutôt me limiter aux courbes de Bézier, parce que les surfaces, c'est un peu la même idée. Alors, sinon, on va aller beaucoup trop loin. Donc on veut, avec les courbes de Bézier, on peut fabriquer sans courbe de Bézier, une pièce qui a une formulation mathématique, une droite, un rectangle, un cercle, une certaine épaisseur, ça on sait faire. Mais dès que la courbe, qu'une carrosserie n'est plus mathématique, ça on ne sait pas faire. Et donc il faut trouver autre chose, et c'est autre chose, ce sont donc les courbes de Bézier. L'idée qu'a eu Paul de Casteljac, mais également donc Pierre Bézier, c'est de dire, on ne va pas chercher à déterminer une expression de la courbe elle-même, mais on va définir un certain nombre de points dits de contrôle qui vont constituer une espèce de polygone autour, et on va se servir de ces points de contrôle que les gens d'Illustrator connaissent bien pour déformer une courbe de manière à ce qu'elle épouse exactement la courbe souhaitée. Donc on n'arrive pas à donner une expression mathématique. Donc on ne peut pas donner d'expression mathématique. Donc c'est en jouant sur les poignées, ce qu'on appelle les poignées ou points de contrôle, qu'on peut donc arriver à ce que, eh bien, on se superpose à une courbe non mathématique. Maintenant, comme c'est une courbe non mathématique, il n'y a pas d'expression mathématique. Donc ce que l'on fait, ce que propose donc Bézier, ce que fait Bézier, il va utiliser la technologie des barycentres. Alors, les barycentres, le barycentre d'un segment, ce sont des points qui dépendent d'un paramètre. Alors, un paramètre T. Alors, on dit toujours le barycentre de 1 moins T, virgule T. C'est-à-dire que le point, selon la valeur de T, il est plus ou moins près du début du segment, mettons A, ou plus ou moins près du segment. En fait, le barycentre qui se promène. Et donc, c'est ce que va inventer, mais je vais vous montrer ça d'une manière un petit peu plus précise, donc, par la suite. Ce qu'on voit, c'est que c'est nous qui choisissons donc ces points de contrôle en fonction du problème qui nous est posé, c'est nous qui les choisissons. Alors, vous pouvez en avoir 3, vous pouvez en avoir 4, vous pouvez en avoir 5, mais plus vous en mettez, évidemment, plus vous allez compliquer donc, ce travail. On peut appliquer ça donc à des schémas qui sont extrêmement complexes, et on verra après que John Warnock et Geschke qui ont créé Adobe vont s'en servir pour pouvoir représenter des polices de caractères. Bon, alors, je vous montre un tout petit peu ce que c'est technologie, parce que
la plupart des utilisateurs d'Illustrator ne connaissent pas la théorie qu'il y a derrière, mais bon, ça peut montrer, on est dans les années 60, hein, donc ça montre un petit peu, on va dire, l'originalité de pensée de Pierre Bézier. Bon. J'ai dit donc ce que l'on fait, eh bien, ici j'ai pris trois points. En déplacement, ici j'ai donc 3 points qui sont des points de contrôle. En déplaçant les points de contrôle, en jouant dessus, je déforme la courbe et je fais en sorte qu'elle épouse exactement la courbe que je veux fabriquer ou que je veux dessiner. Bien. Une fois que c'est fait, il faut que je puisse donner une expression mathématique à ça. Pas la courbe, aux points de contrôle qui sont autour. Et j'utilise donc la technologie des barycentres. Alors ici, j'en ai les barycentres, donc vous voyez, ce sont des points que j'ai ici appelés les points M1 et M2 qui vont se déplacer sur le segment AB pour le premier et sur le segment BC pour le second, en fonction de la valeur de T. Alors si T donc, si t est égal à 1, eh bien, le point, ici, je prends, si t est égal à 1, M1 va être en B, s'il est égal à 0, M1 va être en A. Et donc, je vais prendre un certain nombre de points comme ça. Alors, je peux en prendre pour le quart du segment, la moitié du segment, les 2/3 ou les 3/4 du segment. Donc, j'ai mes points, j'ai mes barycentres dans mon segment. Alors, la caractéristique de ces barycentres, c'est que si vous reliez les points, les barycentres de même valeur de T, ils sont tangents à la courbe que vous voulez dessiner. Vous voyez ici, M1, M2 est tangent à la courbe que vous voulez dessiner. Bien, eh bien, ça marche comme ça. Et quand on a défini ici les deux barycentres, on recalcule in fine, enfin, le système recalcule in fine, le barycentre des barycentres. Bon, pardonnez-moi, je ne veux pas rentrer trop dans le détail technique de ça, mais en fait, c'est pas bien compliqué. Il suffit de savoir ce que c'est qu'un barycentre, hein. Voilà, et puis c'est tout. Alors, on fonctionne donc par barycentre successif, hein. Voilà encore une originalité donc de la pensée de Pierre Bézier. Et donc, une fois qu'on a défini tout ça, eh bien, par une expression mathématique, hein, alors ici, eh bien, je vais déterminer on va dire, les coordonnées des points de tangence avec les droites de barycentre, les points de tangence avec des formules qui sont indiquées ici, 1 moins t au carré x1, etc. Donc, vous voyez, ce dont il faut se souvenir, c'est ça. C'est avec les points de contrôle, je déplace mon machin de manière à ce que la courbe soit exactement celle que je veux. Ensuite, eh bien, une fois que c'est fait, le système calcule par un mécanisme donc de barycentre et de barycentre, il calcule donc les coordonnées de la courbe que je veux donc dessiner. C'est pas plus compliqué de ça. La chose qu'il faut quand même comprendre aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a des machines qui sont très puissantes. Et lorsque je déplace mes points de contrôle, en réalité, le calcul, il est fait pratiquement en temps réel. Donc, on obtient quelque chose en temps réel parce que les machines donc le permettent. Bon, mais j'en dis pas plus. Évidemment, évidemment, notre ami Bézier donc fabrique des véhicules. Hein, il a mis en œuvre donc ces systèmes sur la future voiture donc R5. Bon. Mais ça plaît pas donc à la direction donc de Renault. Et Pierre Bézier, j'ai repris sa formule. Il dit, en parlant de sa direction, hein, les méthodes nouvelles ont fait leurs preuves. Et seuls quelques nostalgiques du silex éclaté exhalent encore leurs regrets. Bon. D'ailleurs, certains cadres de chez Renault disent à l'époque, on a retrouvé donc les documents, que le succès de la 4 chevaux hein, de Renault eh bien, avait empêché finalement Renault de prendre le virage industriel des années 60. C'est vrai qu'à partir de là, donc Pierre Bézier donc va avoir des tas de problèmes. Hein. Alors, j'ai repris donc pour montrer donc l'hostilité qu'avait Dreyfus par rapport à Pierre Bézier. En fait, Dreyfus ne voulait pas
progresser dans le monde de l'automatisation et de la numérisation, cher donc à Pierre Béziers. Et il a eu cette phrase que je trouve absolument épouvantable. C'est ce que disait Pierre Dreyfus, Pierre Béziers de Pierre Dreyfus. Hein. Un haut personnage, entre parenthèses Pierre Dreyfus, haut de taille, mais bas de plafond, a bloqué en 1957 le développement des machines d'assemblage automatique parce que, je cite ses propres paroles, le bico coûtait 100 sous de l'heure. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le bico, c'est l'algérien. Alors écoutez, je suis navré, mais il y a quand même des choses qui ne se disent pas. Vous voyez. Donc on voit bien que c'était une période extrêmement difficile, donc une opposition formelle donc entre la hiérarchie, on va dire, de Renault et Pierre Béziers. Va s'en suivre donc une longue période de mise au placard. Alors certes, il est promu, ça très bien. Il est patron donc de la division des machines-outils, mais il s'éloigne de son métier de base. Et en réalité, il est rattaché hiérarchiquement à une personne qui fait partie on va dire, des proches de Pierre Dreyfus à l'époque. Aucune mission entre 1960 et 1975. Donc, il reste directeur en titre, mais il dispose d'un bureau dans une zone de l'usine de Billancourt que l'on appelle l'allée des momies. Quand on est un esprit aussi vaillant et aussi brillant que celui de Pierre Béziers, ça va quand même être extrêmement difficile à supporter. Et Pierre Béziers, donc, va avoir le temps de réfléchir et de communiquer. C'est vrai, il n'a pas grand-chose à faire. Pour poursuivre ses travaux, alors on lui offre un petit ordinateur avec un PDP de DEC avec 8 K de mémoire. Et bon, je joue avec ça pendant ce temps-là, puis il nous fiche la paix. Sauf que Pierre Béziers a fait une démonstration de son outil justement avec cet ordinateur-là, donc à Detroit, chez Ford, et il a suscité un enthousiasme extraordinaire. Alors vous voyez, d'un côté, on dit que c'est fantastique, et en France, on dit non, ça vaut rien. Bon. Et d'ailleurs, la hiérarchie de Béziers disait, si votre truc était si bien que ça, il y a bien longtemps que les ricains l'exploiteraient. On ne peut pas se comprendre, c'est pas possible. Alors, lors du pot de départ donc de Pierre Béziers, la phrase est absolument assassine. Pot de départ, donc c'est quand même une date importante. Le président de Renault n'est pas venu, s'est fait excuser. Et Pierre Béziers, dans son discours, a dit « Ce serait manquer de la plus élémentaire gratitude que de ne pas exprimer tout ce que je dois à ceux qui ont manifesté à l'égard de mes idées une hostilité discrète mais persévérante. Leur niveau intellectuel et caractériel était pour moi, dans les moments de doute, le meilleur réconfort et le plus sûr garant de la justesse de mes vues. » Qu'est-ce qui était visé? C'était Pierre Dreyfus et la hiérarchie de Renault. C'est ça qui est terrible. Vous avez donc un personnage qui n'a pas pu s'exprimer. On peut pas. On ose imaginer ce qu'aurait pu faire donc Béziers s'il avait été dans un environnement favorable, tel que celui qu'a rencontré donc Metcalfe. Avant de terminer, donc je vous rappelle un petit peu ce qui s'est passé après. Deux personnages qui sont donc John Warnock et Chuck Geschke, qui travaillaient donc au parc de Xerox. Vous voyez, comme c'est vraiment très lié donc au parc de Xerox, hein, sur des problématiques d'impression donc et de photocomposition, ont appris, voulaient développer un langage qu'ils ont appelé Interpress. Qui était fondé sur un langage qui s'appelait Force à l'époque. Hein, bon. Et donc, Geschke et Warnock ont proposé donc le concept d'Interpress, donc un langage de description de pages. On peut dire l'ancêtre de PostScript, l'ont proposé donc à la direction donc du parc, qui n'y a pas cru. Donc ils sont partis, comme je vous le disais, ils sont partis. Ils ont créé donc Adobe en 1962 et ils ont intégré les courbes de Béziers dans la description de leur typographie. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un caractère A, par exemple, représenté par 45 bitmaps en fonction de la taille, de l'orientation, gras ou pas gras, vous voyez, eh bien, on a une seule description, chaque caractère étant décrit par un ensemble de courbes
Vous voyez, un ensemble de courbes qui ont une représentation mathématique, courbe de Bézier, qui fait une erreur, mais qui est négligeable. Et donc, ça a été un succès fantastique. C'est ce que l'on voit ici sur ce petit schéma, donc, en bas ici à droite. Bon, et donc en 1986, Adobe donc, va créer Illustrator, que tout le monde utilise maintenant sur toute la planète. Hein. Et donc, normalement, c'est quelque chose qui aurait dû être fait depuis longtemps, mais en France, si on avait eu affaire à une hiérarchie un tout petit peu moins obtenue et bornée, eh bien, les choses se seraient quand même beaucoup mieux passées. À savoir également sur ces personnes qu'en 1991, Warnock et Geschke donc, ont inventé le format de fichier PDF. Bon, ça n'a rien à voir avec ça, mais qui montre un petit peu donc, leur qualité donc, de créativité. Morale de l'histoire. Morale de l'histoire, je voudrais terminer par ceci. Je pense que Metcalfe n'aurait jamais percé en France. Alors, pardonnez-moi si je vous choque un peu en disant ça, mais c'est ce que je ressens en tout cas. Bézier, par contre, aurait eu le prix Turing, c'est-à-dire une sorte de prix Nobel donc, de l'informatique aux États-Unis. Certes, Metcalfe et Bézier n'ont pas tout inventé, c'est vrai, mais ils ont su mettre bout à bout des idées originales qui existaient pour atteindre leur objectif. On a parlé de Paul de Casteljac. Bon. Metcalfe, il a bénéficié de l'état d'esprit, c'est vrai, américain et du soutien de l'industrie américaine. Et Bézier était plus connu donc à l'extérieur de son pays donc qu'en France. Le génie, je pense, dans certains pays, dont la France, peut être considéré comme un handicap et peut être très perturbant dans une carrière s'il déroge à la doxa ambiante qui bien souvent est imposée par une école, hein, une ou deux écoles. Et c'est ce qui s'est passé donc pour Pierre Bézier. Alors, si je regarde d'une manière plus générale, parce que philosophiquement, il faut quand même en retirer quelques conclusions. Les technologies innovantes telles que Ethernet et les courbes de Bézier, ce sont des technologies innovantes. Hein. Eh bien, elles ne peuvent pas, c'est vrai, s'imposer sans réaction pour un certain nombre de raisons. Pourquoi la concurrence s'y oppose, la doxa donc ne l'apprécie pas. Pourquoi? Parce que les concurrents n'y ont pas pensé. Elles remettent en cause donc nos habitudes. On ne voit pas encore les retombées positives. On ne comprend pas où la rupture est trop brutale. Metcalfe et Bézier n'ont pas souffert des mêmes blocages, mais ils ont en commun de s'être heurtés, donc on va dire, au mépris. Hein, je pense à Harvard pour l'un et à Renault donc pour l'autre, de certains décideurs, hein, mais ils ont fait tous les deux avancer donc la technologie d'une manière décisive. Et je voudrais terminer donc mon propos par une citation de Bernard Shaw. Alors, ne soyez pas étonnés si j'ai oublié de vous le dire ici, vous voyez une plume d'oie. Ça, c'est un souvenir personnel, mais qui va tout à fait en ce sens, c'est qu'un jour, j'ai eu affaire à une démonstration dans une organisation gouvernementale française d'Internet. Et j'avais en face de moi la présidente de cette organisation et le directeur général. Et je lui ai présenté Internet en disant, voilà ce qu'on peut faire. On est dans les années 92-93. On voit ce qu'on peut faire, on peut partager, on peut faire de la messagerie, etc. La réponse de ce directeur, dont je ne donnerai pas le nom hein, par charité, hein, il a dit en me regardant, votre truc, ça ne vaut pas une plume d'oie. Ça, je l'ai vécu. Hein. Alors, donc, Internet, ça ne vaut pas une plume d'oie. Et j'aurais donc terminé sur cette phrase, c'est que quand on fait quelque chose, et Bézier donc en particulier l'a bien compris, on a contre nous ceux qui voudraient le faire à votre place, ceux qui voudraient faire le contraire, et ceux qui voudraient ne rien faire du tout. Ça, c'est Bernard Shaw qui a dit ça. Et ça s'applique, à mon avis, parfaitement donc, à l'histoire de Metcalfe et de Pierre Bézier. Voilà, chers amis, donc je termine avec 2 minutes de retard. Voici donc les prochains webinaires auxquels donc je vous convie. Donc le prochain, ça va être sur la blockchain. On va être beaucoup plus nombreux là encore. Et puis il va y avoir toute une série puisque notre planification est faite hein, jusqu'à la fin donc 2000 juin, jusqu'à la fin du mois donc de juin. Bon, voilà, donc je vais arrêter ce partage. Ce que je voulais vous dire, j'espère que ça vous a intéressé. Alors, vous voyez, j'ai pris quelques positions quand même, hein, parce que j'ai dit du mal de certains, donc ils ne m'en veulent pas trop. Mais c'est agaçant
quand vous êtes certain d'avoir raison, c'est agaçant d'avoir des obstacles devant vous. Bon. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé et donc j'espère vous retrouver nombreux la prochaine fois donc sur la blockchain. Ce sera vendredi prochain. Merci infiniment pour votre attention et à bientôt.